Je ne sais pas pour vous, mais moi, je fais de plus en plus attention avec les objets en plastique. Surtout après avoir entendu des choses assez anxiogènes dessus. Et c'est encore plus vrai, je pense, quand on a des enfants. Vous avez lu comme moi qu'il y a des choses potentiellement dangereuses qui se cachent dans les biberons comme le bisphénol A. Au risque sur notre santé, le risque toxicologique donc, vient s'ajouter un risque sur la biodiversité. On a tous en tête des images de plages et d'océans remplis de déchets dont une partie est en plastique, alors qu'on sait que ça va mettre des dizaines, voire des centaines d'années à se dégrader. Pour ne rien arranger, on a appris récemment que la limite planétaire des pollutions chimiques est dépassée et que c'est en grande partie à cause du plastique. Si bien que dans mon esprit, c'est acté qu'il faut l'éviter le plus possible, voire de m'en passer complètement. Je suis loin d'être le seul. Dans Google Trends, la recherche du mot plastique est associée le plus souvent au terme pollution. Mais j'ai aussi vu des débunkages de certains reportages ou de certains livres qui étaient décrits comme alarmistes, voire carrément mensongers. J'ai voulu y voir plus clair et donc j'ai proposé à Kako Nate Ali de venir en discuter. Elle est docteure et ingénieure en chimie des matériaux, sa thèse a porté sur le recyclage des plastiques dans l'emballage alimentaire. Vous écoutez Échange climatique épisode 19. Doit-on réellement se passer de plastique ? Bonjour Kako Nate Ali. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va parler de plastique aujourd'hui. Plastique, ça vient de plasticos, qui veut dire façonner, modeler. Donc ça, c'était un petit peu pour le fun fact. Est-ce que vous pouvez nous parler de la partie chimie? Qu'est-ce que le plastique et qu'est-ce qu'il faut comprendre là, comme ça en une minute sur la composition du plastique? Alors, les plastiques sont constitués d'une base polymère et d'additifs. C'est comme ça qu'on les définit. Alors, un polymère, c'est un matériau qui est constitué de longues chaînes, de longues molécules, généralement carbonées. Et ces grandes molécules sont formées d'une combinaison de petites molécules liées entre elles et qu'on appelle monomères. Donc, il faut les voir un peu comme des colliers de perles. Et chaque perle est un motif qui va se répéter. Par exemple, le polyéthylène, il est constitué de longues molécules dont le motif de répétition est l'éthylène, polyéthylène. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc ces chaînes, elles peuvent être linéaires, ramifiées. On retrouve les polymères sous forme liquide, visqueux, solide, en fonction de la température, la longueur des chaînes, de la manière dont en fait ces longues molécules sont agencées. Et donc les polymères peuvent être soit synthétisés, créés de toutes pièces par l'homme, à partir de ressources naturelles ou fossiles, ou bien encore être présents dans la nature sans modification. Et ces polymères peuvent aussi être obtenus par modification d'un polymère naturel. Donc dans ce cas, ils sont dits artificiels. Donc on peut avoir donc des polymères naturels, non modifiés, synthétiques, complètement créés par l'homme, et artificiels, c'est-à-dire existants dans la nature et modifiés ensuite. Et donc ces polymères-là qui constituent les plastiques sont forcément artificiels ou synthétiques. Forcément. D'accord. C'est-à-dire modifiés par l'homme. Donc un plastique est constitué d'un polymère modifié par l'homme. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et ensuite, vous avez les additifs qui, eux, vont permettre de modifier certaines performances de ces polymères, notamment leurs propriétés mécaniques, résistance à la dégradation, couleur, etc. Et donc, côté additif, vous avez deux types. Les charges qui peuvent être minérales ou organiques, comme par exemple les fibres de carbone, la silice, le talc, etc. Et vous avez de l'autre côté les substances chimiques, comme par exemple les antioxydants, retardateurs de flamme et plastifiants. Donc deux types de charges différentes, leur objectif étant d'améliorer les propriétés du polymère et de faire en sorte que ça corresponde à l'usage qu'on va en faire. Donc vous comprenez que les plastiques, c'est une énorme famille avec plusieurs sous-familles et donc un nombre de possibilités de formulation qui est juste énorme. Donc, on a bien compris maintenant qu'on n'aura pas de réponse universelle à ma prochaine question, mais combien de temps le plastique se met, ou les plastiques du coup, se mettent à se biodégrader ou à se dégrader dans l'environnement? Alors, la réponse est ça dépend. Ça dépend de l'environnement. Ça dépend de l'environnement aussi, ouais. Oui, parce que en fait, l'environnement, la nature, c'est pas juste un type d'environnement. Mm. Quand vous mettez un plastique dans l'eau de mer, il va se dégrader différemment que s'il était enterré dans le sol ou exposé aux UV. Ça dépend vraiment de ces conditions-là. Et pour bien expliquer les différences, peut-être que je devrais vous expliquer ce que veut dire biodégradable. À mon avis, je pense que ça pourrait aider. Quand un plastique est dit biodégradable, ça veut dire qu'il peut être dégradé par les micro-organismes dans un environnement favorable. Je précise, favorable.
c'est-à-dire avec un certain niveau de température et d'humidité. Hmm. Ça ne signifie pas qu'il peut se dégrader rapidement dans la nature. Il n'y a pas de notion de durée. La notion de durée, elle est liée à l'environnement en question. Donc, par exemple, un plastique qui est biodégradable, il peut se dégrader en quelques semaines dans un composteur, mais il peut mettre des années à se dégrader dans la nature. Des années. Ça peut être même des dizaines d'années, en fait. Parce que la dégradation des plastiques dans la nature, elle dépend de la présence d'UV, de la température, de la présence d'humidité, de plusieurs paramètres, parfois de micro-organismes, bien sûr, mais de plusieurs paramètres qui vont déterminer sa vitesse de dégradation. Donc, on ne peut pas dire le plastique se dégrade en 400 ans, par exemple. J'ai entendu pendant le Covid, on disait que le masque en plastique se dégradait 400 ans. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, il va se dégrader dans le meilleur des cas au bout de 50 ans. Dans le pire des cas, étant donné son épaisseur, on sera entre 100 et 150 ans. Sauf s'il se retrouve en altitude, dans la neige, et là où la température est très, très faible et où il ne pourra pas se dégrader. Mais sinon, la dégradation sera plus rapide parce qu'il sera plus fin. Ou dans l'océan? Ce sera plus lent aussi. Oui, au fond de l'océan, il fait froid, il n'y a pas d'UV, et donc oui, en effet, là, il pourra mettre, même 400 ans, je pense que c'est optimiste, mais il peut mettre beaucoup plus, en fait. Donc bon, on a bien compris, impossible de mettre un chiffre, mais est-ce qu'on peut dire que si on part à partir de 1950, on le verra, c'est là où la production de plastique a plus ou moins explosé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la plupart des plastiques créés depuis cette période existent encore aujourd'hui, soit dans leur forme originelle de produits, soit en forme de microplastique ou de nanoplastique? Alors, pour ce qui est des plastiques qui sont exposés, qui sont dans la nature, c'est probable, oui. 50 ans, c'est quand même court, et qu'à l'époque, on ne créait pas de plastique, je dirais, de faible durée de vie. On avait tendance à partir très, très haut en termes d'efficacité, et du coup, je pense qu'au départ, en tout cas, on pouvait viser des durées de vie très, très importantes. Mais pour comparer, dans le génie civil, on utilise des membranes qui font 2 mm d'épaisseur et qui sont dans le sol pour au moins 100 ans. Ils sont dimensionnés pour. Donc, vous pouvez imaginer qu'un emballage de même nature qui se retrouve dans le sol, il va au moins durer 100 ans. Évidemment, ma question portait sur les plastiques qui n'avaient pas été traités, soit par incinération ou par recyclage. Est-ce que vous voulez bien passer en revue les principaux avantages et les principales applications? Alors, le plastique, il est utilisé à peu près partout aujourd'hui, dans de nombreux domaines, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il est possible de lui donner à peu près n'importe quelle propriété et performance. Alors, il peut substituer beaucoup d'autres matériaux comme le verre et les métaux, mais en utilisant des plus faibles quantités. Du coup, il est généralement choisi en substitution. Donc, dans la grande majorité de ces utilisations, on ne les utilise pas parce qu'ils sont de moindre qualité ou parce qu'ils ne sont pas chers. Enfin, pas uniquement en tout cas. Ils sont utilisés parce qu'ils ont les propriétés recherchées. Donc, quelques exemples. Dans le médical, au-delà des masques que l'on connaît aujourd'hui, il y a des applications qu'on connaît moins, comme par exemple la simplification des procédés de désinfection des dispositifs médicaux. C'est-à-dire qu'il est plus facile de désinfecter certains plastiques que d'autres matériaux. Donc, on peut stériliser sans dégrader certains plastiques. Et ça, c'est important, parce que ça permet justement une réutilisation et de s'assurer de la désinfection des outils. Il y a aussi l'utilisation de jetables, alors qu'on soit pour ou contre, mais clairement, c'est aussi ce qui a permis de réduire considérablement les risques infectieux dans l'hôpital. Et puis, il y a aussi leur utilisation dans la fabrication de prothèses ou dans les techniques médicales, comme par exemple les machines à résonance magnétique. On n'y pense pas, mais ce sont des aimants géants qu'on utilise pour de l'imagerie médicale et qui ne peuvent pas être utilisés près d'objets métalliques. Donc, ils sont entourés de plastique. Et rien que ça, c'est indirect,
Mais ça permet justement de réaliser ces imageries dans de bonnes conditions en termes de sécurité. Et on les retrouve aussi dans la fabrication de lentilles de contact. Certains plastiques sont biocompatibles, donc on peut les utiliser dans le corps humain, hein, c'est dont on parlait pour les prothèses. Vous avez aussi des plastiques qui sont biodégradables et qui vont être résorbables dans le corps humain, comme par exemple les fils de suture en PLA qu'on va utiliser et qui vont se dégrader au fur et à mesure dans le corps, sans problème particulier, hein. Ensuite, vous avez la construction. Alors, dans le domaine de la construction, on les retrouve à peu près partout, hein, surtout dans les tuyauteries. Au départ, on les utilisait pour remplacer le cuivre et le plomb. Il y avait quand même un enjeu sanitaire derrière. Et on les utilise aussi beaucoup dans l'étanchéité des ouvrages. Alors, c'est un point qu'on connaît peu, mais ça permet de réduire les quantités de béton qu'on utilise pour la construction des maisons ou des habitations. Le fait d'utiliser une membrane de 2 millimètres, ça vous permet de réduire de plusieurs centimètres vos épaisseurs de béton. Donc ça a quand même un intérêt important derrière. Et puis après, vous avez tout ce qui est peinture pour protéger les bétons et pour protéger les structures métalliques. Donc là aussi, il y a un enjeu de sécurité derrière. Protéger contre la corrosion les ouvrages métalliques. Et enfin, vous avez les textiles. Alors, les textiles synthétiques ont été introduits dans les années 50 pour faciliter la vie des femmes au foyer. Parce qu'en fait, ces textiles n'ont pas besoin d'être repassés, contrairement aux textiles naturels, dits naturels, coton, lin et autres. Et donc, ça permettait aussi d'obtenir une plus grande variété de vêtements. Alors aujourd'hui, c'est vu un petit peu différemment, parce qu'il y a aussi l'effet de mode qui joue. Mais le caractère infroissable et facile à entretenir est un atout qui est incontestable là-dessus. Donc ça a aussi permis de changer la vie des gens. Donc on retrouve les plastiques synthétiques comme on voit dans ces applications-là et dans d'autres comme la sécurité des intervenants dans l'industrie chimique, pour protéger les pompiers aussi, avec des tenues qui sont résistantes à la température. Et il y a bien sûr les emballages dont on a parlé tout à l'heure. Donc on peut regretter l'excès côté emballage et côté jetable. Mais initialement, l'objectif, c'était d'augmenter la durée de consommation des aliments pour réduire, alors pas forcément pour réduire le gaspillage alimentaire, ça c'est venu dans les années 90, mais pour faire en sorte que certains aliments puissent être consommés de manière plus large que ce qu'ils l'étaient auparavant. Voilà. Donc ça a d'une certaine manière facilité la vie dans le foyer. Notamment pour ne plus avoir à cuisiner, faire ses courses trop souvent. Donc ça a permis une certaine évolution sociétale dans les années 50-60. Ça a supporté l'allongement des chaînes logistiques, parce qu'aujourd'hui on reçoit de la nourriture d'un peu partout aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors quand je parle d'emballage, alors il y a les emballages que l'on connaît nous, pour passer du magasin à notre domicile, mais il y a tous les emballages qui sont dans la chaîne de production, la chaîne de logistique derrière, le stockage, le transport, etc. Ces emballages-là sont tout aussi importants, ouais, tout à fait. Donc, quelques chiffres. Parmi les 400 millions de tonnes que l'on produit par an, ce qui en fait le troisième matériau le plus fabriqué au monde, après le ciment et l'acier, 40% sont destinés à l'agroalimentaire, donc c'est-à-dire les emballages dont on vient de parler. Et si on compte l'usage unique, ça représente 50%. Donc j'imagine que c'est alimentaire plus médical, par exemple. Ça peut faire les 50%. Oui, c'est possible, oui, tout à fait. Peut-être dernière chose à dire, c'est que c'est un dérivé du pétrole. Vous avez dit tout à l'heure que c'était des monomères avec des atomes de carbone dedans. Aujourd'hui, ça représente combien de pourcents de la production du pétrole? Et est-ce qu'il faut s'inquiéter du pic pétrolier pour tous les usages bénéfiques dont on a parlé? Alors aujourd'hui, on est à plus de 95% de plastique issu du pétrole. Donc, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Tout dépend de la manière dont va évoluer la consommation de plastique. Alors, quand je dis consommation, utilisation du plastique, de manière générale. Donc, si on arrive à toucher et à réduire la partie emballage, qui est quand même qui est à 40% aujourd'hui, on va quand même considérablement diminuer l'usage du plastique, et notamment pour des applications de courte durée. L'utilisation du plastique pour des objets de plus long terme, je ne pense pas qu'elle se réduise, bien au contraire. Donc, la problématique, c'est de passer du fossile au biosourcé, parce que le biosourcé, on parle quand même de ressources naturelles, et aujourd'hui, on a tendance à utiliser ces ressources naturelles pour d'autres usages qui n'ont rien à voir avec les plastiques. Donc, est-ce qu'il faut qu'on
Biocarburant, par exemple. les biocarburants, mais aussi l'alimentaire, hein. Donc, est-ce qu'il faut ajouter à cela la fabrication de plastique? C'est limite une question éthique, hein. Une grosse question. Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas plutôt essayer de réduire, notamment tout ce qui est jetable, parce que le plastique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un matériau qui est durable à la base, hein, pour justement ne l'utiliser que dans des domaines dans lesquels il a un intérêt technique pour lequel en fait dont on ne peut pas se passer. Donc maintenant qu'on a un peu évoqué les points positifs du plastique, je voudrais qu'on se penche sur les inconvénients, voire même les dangers. Récemment, le Stockholm Resilience Center a arrêté le dépassement de la limite planétaire nouvelle entité dans l'environnement, ce qui correspond, pour le dire plus vulgairement, aux pollutions chimiques et notamment au plastique. Donc, selon ces scientifiques derrière l'étude, le problème c'est que ces pollutions chimiques se propagent dans l'environnement de manière incontrôlée. Donc, qu'est-ce que j'appelle incontrôlée? Ce serait que les activités humaines en rejettent de plus en plus en quantité, mais aussi en variété. Et on n'a pas le temps, les scientifiques n'ont pas le temps vraiment de contrôler les impacts que cela a sur l'environnement. Donc je voudrais savoir un petit peu, vous, quel est votre ressenti par rapport à cette nouvelle, déjà de quel plastique on parle, maintenant qu'on a vu un petit peu les plastiques, les différents types de plastiques, on peut déjà répondre de manière peut-être un peu plus précise. Oui, alors l'article en question euh, se focalise sur les produits chimiques de manière générale. Donc, plastique inclus, parce que le plastique est considéré comme étant un produit chimique, enfin en tout cas issu de produits chimiques. Il considère plusieurs aspects. Il y a tout d'abord l'aspect production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va produire un certain nombre de produits chimiques et donc de plastique. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les plastiques, c'est polymère plus additifs. Donc quand vous créez de nouveaux additifs, finalement, vous créez aussi de nouveaux plastiques. C'est comme ça qu'il faut le lire en fait dans cet article scientifique. Mm. Et du coup, l'impact de ces additifs et donc des plastiques associés n'est pas forcément connu au moment où l'additif est produit. Il y a des systèmes de réglementation, notamment en Europe. L'Agence européenne des produits chimiques, qui s'appelle l'ECHA, elle s'occupe justement d'évaluer l'impact environnemental et l'impact sur la santé des produits chimiques qui sont utilisés en Europe. Mais l'évaluation d'impact de ces produits prend du temps. Donc, quand vous créez un produit, une substance chimique, le temps que vous l'étudiez, il est déjà très très largement utilisé et dispersé potentiellement dans l'environnement. Donc, c'est là-dessus qu'alerte en fait l'article. C'est qu'on n'a pas le temps d'évaluer ces risques-là. On avance beaucoup trop vite dans la production et dans la recherche de nouvelles substances par rapport à notre capacité à mesurer leurs impacts dans la nature et à évaluer également leur impact de manière toxicologique. Donc c'est ça l'alerte, et c'est une alerte qui est justifiée de mon point de vue, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne le temps avant de se lancer dans de nouveaux produits, d'évaluer les risques associés. En fonction des pays, cette évaluation, elle n'est pas forcément faite. Vous l'avez aux États-Unis, vous l'avez en Europe et dans d'autres pays, mais ce n'est pas généralisé partout. Il y a des produits où la gestion des produits chimiques est juste inexistante. Donc il y a cette alerte aussi, c'est-à-dire que même si on arrivait à contrôler ça dans certains pays comme l'Europe ou les États-Unis ou d'autres pays développés, il resterait un grand nombre de pays où ce ne serait pas le cas. Et là, il y a un risque potentiel qui est assez énorme. C'est exactement le même problème que l'on a avec les déchets, c'est-à-dire que dans les pays développés, on arrive à plus ou moins gérer ces déchets, soit en les recyclant, soit en les valorisant, etc. Mais vous avez des pays où la gestion est juste inexistante, pour parler du plastique. Donc c'est la même chose pour les produits chimiques, de manière générale. Oui, bah par exemple pour les pesticides, on sait qu'il y en a qui sont interdits chez nous, mais qui sont toujours légales dans d'autres pays. Exactement, c'est exactement la même chose. Et alors, même si l'Europe ça applique aussi sa réglementation sur les produits importés, il est clair qu'elle ne peut pas tout vérifier. On fait aussi partie d'une association qui s'appelle le Septième Continent, donc qui fait référence au continent de plastique dans un gire du Pacifique.
Quel est l'impact du plastique sur les océans? Alors il y a 5, on dénombre 5 principaux GIR qui se trouvent en Atlantique Nord et Sud, Pacifique Nord et Sud et dans l'océan Indien. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas retrouver de gros déchets là-dedans. On retrouve surtout des microplastiques de 1 à 2 millimètres. En fait, on a ce qu'on appelle une soupe de plastique. Mmh. C'est surtout ça qu'on va retrouver. D'accord. Et donc, on retrouve beaucoup d'emballages type polyéthylène, polypropylène. Donc, par action des rayonnements UV et par l'abrasion, et abrasion des vagues, les objets vont se fragmenter pour former des plastiques de plus petite taille, donc des microplastiques. Et donc là, l'impact de cette pollution sur les écosystèmes marins, elle n'est pas encore tout à fait évaluée. On connaît l'impact des macro-déchets, c'est-à-dire quand vous jetez une bouteille ou un sac plastique, ça va avoir un impact direct sur les écosystèmes et sur la biodiversité, des animaux qui s'étouffent, etc. Par contre, les tout petits objets, les toutes petites particules, on ne sait pas encore. On commence tout juste à essayer de comprendre comment ils se déplacent, est-ce qu'ils s'accumulent ou pas dans les organismes, etc. etc. Donc, ce qui est en cours là actuellement, c'est de caractériser ces GIR, de caractériser leur formation, de leur mettre une espèce de carte d'identité pour définir un peu comment ils sont constitués et de déterminer ensuite leur impact sur l'environnement, sur les écosystèmes. Donc j'ai entendu 2 choses sur où se trouvait la plupart de ce plastique dans les océans. J'ai entendu que c'était surtout au bord des côtes finalement et j'ai entendu aussi que c'était tout simplement au fond de l'eau. Qui dit vrai? Les gyres, les côtes ou les fonds marins? Où se trouve la plupart du plastique? Bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Ça répond pas trop à la question, mais en fait, c'est très difficile à évaluer. D'accord. On ne peut évaluer que ce qu'on voit. Ouais. Vous pouvez avoir des plastiques qui, au départ, vont flotter et ils vont couler au bout d'un moment. Mmh. Donc, si vous plongez, vous allez en voir de temps en temps. Il y a des zones où on va en voir plus que d'autres, par exemple près des côtes, parce que forcément, c'est une zone où les déchets vont vont s'y retrouver plus facilement. Vous avez aussi les gyres parce que les mouvements marins favorisent justement cette concentration. Mais il n'est pas possible aujourd'hui de dire où est-ce que vous en avez le plus. Voilà. Mmh. Même si la concentration clairement de macroplastique est plus importante au niveau des côtes et la concentration en microplastique est plus importante au niveau des gyres. Voilà, D'accord. pour situer un peu. Après, il y a la problématique des filets de pêche. C'est vrai que c'est une problématique un peu particulière. Les filets de pêche qui sont perdus aussi constituent une pollution plastique. De l'ordre de 20%? Oui, entre Ah. 20 et 30%. Et le problème, c'est que ces filets de pêche, si vous voulez, alors, ils peuvent se dégrader avec les UV, etc., puis avec l'abrasion des vagues. Mais quand ils se retrouvent au fond de l'eau et ils peuvent emprisonner des animaux, et Les une récifs. quantité une quantité de poissons, par exemple, qui peut être assez importante. En fait, ils ont un impact direct sur la biodiversité, comme les macrodéchets, de manière générale, les premières années, en fait, ou les premiers mois de leur dégradation. Une fois qu'ils sont dégradés, ils sont dégradés. Ils sont sous forme de microplastiques. Mais au départ, vu qu'ils ne sont pas dégradés, ils peuvent avoir un impact très, très important sur la biodiversité. Mmh. Ouais, je voudrais qu'on revienne sur l'impact des micros, voire des nanoplastiques. Il y a une étude euh, qui a démontré un petit peu l'impact sur les huîtres, notamment sur leur capacité à se reproduire et sur leur capacité à grandir, sur la capacité de leur progéniture à se développer normalement. Alors, il faut juste un point sur les études en laboratoire qui sont réalisées. Et c'est un peu le biais de toutes ces études, c'est que ce sont des études en labo avec des quantités d'éléments très concentrés Mmh. sur des microplastiques qui ne sont pas dégradés. C'est-à-dire qu'on crée artificiellement des microplastiques. Pour résumer, on prend par exemple du polystyrène, on les coupe en petits morceaux et puis on les met au contact avec la biodiversité. Ce qui n'a rien à voir avec la réalité. On est vraiment au départ, au tout début de la compréhension des phénomènes. Dans ces études-là, les concentrations en polluants sont 1 million de fois supérieures à ce que l'on retrouve dans la nature. Donc c'est vraiment essayer de déblayer, si vous voulez, les potentiels impacts
sur la Mmh. biodiversité. Il faut D'accord. continuer à faire de la recherche là-dessus. En fait, c'est un peu le problème, hein, sur le sujet des plastiques, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une étude qui dit quelque chose, on va l'interpréter comme attention, c'est dangereux. Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est une pierre à l'édifice. Ça nous Mmh. permet de comprendre quels sont les impacts dans ces conditions-là. Il faut continuer D'accord. à étudier le sujet pour en savoir plus. De manière générale, alors pour parler des microplastiques et de leur impact potentiel, donc les microplastiques ont une taille qui varie entre 10 millimètres et 1 micron. Voilà, pour bien préciser. Il en existe de deux types. Vous avez les microplastiques primaires qui vont être rejetés directement dans l'environnement sous forme de petites particules, comme par exemple les agents exfoliants qu'on retrouve dans les cosmétiques ou les produits de beauté. Alors aujourd'hui, ils sont interdits en Europe. Et vous avez aussi les microplastiques primaires qui sont des particules issues de l'abrasion de certains objets en plastique, comme par exemple les pneus ou les textiles. Donc Mmh. ça, ce sont des microplastiques primaires. Et ensuite, vous avez les microplastiques secondaires qui, eux, sont issus de la fragmentation des déchets qui vont se retrouver dans l'environnement. Voilà, ce sont deux types de microplastiques différents. Donc il y a plusieurs études sur l'impact des microplastiques sur la santé humaine. Et ce que l'on sait, c'est qu'ils ne semblent pas s'accumuler ou très faiblement dans le système digestif. Une grande partie est éliminée par les voies naturelles. Donc, ils peuvent potentiellement s'y accumuler dans la vie d'un être humain, parce que il peut très bien arriver que certains microplastiques restent accrochés dans le système digestif. Ça, c'est pas un élément qu'on peut Oui, bien sûr. Qu'on peut écarter, mais ce que vous voulez dire, c'est que ça rentre pas dans les cellules comme on peut parfois s'en inquiéter. non, parce que leur taille ne leur permet pas de passer les barrières biologiques comme la peau, par exemple. D'accord. Donc ça ne passe pas ces barrières-là. Alors les quantités estimées en plus restent bien plus faibles que d'autres polluants qui sont plus problématiques, comme par exemple les particules inorganiques qu'on peut avoir dans les aliments, comme par exemple le dioxyde de titane ou ce genre de choses. Il ne D'accord. représente que, alors on est à 0,004% par rapport à ces particules inorganiques-là. Par contre, là où il y a potentiellement un risque, c'est que les microplastiques peuvent contenir des substances chimiques. Le risque n'est pas dans le plastique. Le risque n'est pas dans le polymère en lui-même, il est dans ses additifs. Mmh. Donc, soit des substances qui sont déjà présentes dans ces plastiques, donc ces fameuses substances chimiques dont je vous parlais tout à l'heure, soit des substances qui s'y sont accrochées à un moment donné. Le microplastique, il voyage, hein. Donc il peut passer par différents environnements et des polluants qui sont déjà présents dans ces environnements peuvent s'accrocher et rester pénétrés dans ces microplastiques-là. Par exemple, si je vulgarise, par exemple, on a tous un petit peu fait l'expérience de notre cuillère en plastique qui s'est vue jaunie par du curry, ce genre de choses. Oui, alors c'est à peu près ça. Je vulgarise, hein. Oui, oui, pour vulgariser un peu. En gros, quand votre plastique se dégrade, il forme des petits bouts. Mais ce ne Ouais. sont pas des petits bouts comme si vous les découpiez, en fait. C'est pour eux. C'est tout pour eux. Et D'accord. donc, les substances chimiques vont avoir tendance à s'y mettre parce qu'en fait, généralement, elles sont hydrophobes comme les plastiques. Et donc, tout ce qui est hydrophobe a tendance à rester ensemble. Voilà. Et du coup, elles vont y rester de manière durable généralement. Alors, vous pouvez avoir des éléments qui sont des perturbateurs endocriniens ou ce genre de choses, par exemple. Voilà. Comme ce sont de longues chaînes organiques, pareil, hein, ils ont tendance à aller vers l'organique et donc vers ces microplastiques-là. Donc, l'impact de ces polluants est toujours à l'étude, hein. C'est-à-dire que on sait que les microplastiques sont évacués assez rapidement, mais on ne sait pas ce que deviennent ces polluants exactement. Donc, il faut encore qu'on étudie cet aspect-là. Et après, vous avez le cas des nanoplastiques qui potentiellement peuvent passer les barrières naturelles du fait de leur taille. Mais à ce jour, on n'a pas d'études qui permettent de déterminer leur impact. Donc, on a encore beaucoup d'hypothèses, beaucoup de choses à étudier. Les impacts ne sont pas encore tout à fait démontrés, elles sont supposées, mais ça suffit quand même à appliquer un certain principe de précaution, je dirais, Mmh. tout en laissant à la recherche le temps de réaliser ces études qui sont longues et qui sont surtout très, très complexes. D'accord. Mais la recherche, par exemple, en France, est-ce qu'il y a des grands centres publics de recherche qui travaillent dessus, en Europe?
Oui, alors vous avez l'ANSES qui lance des, comment est-ce qu'on appelle, des études long terme sur le sujet. Donc après, D'accord. vous avez des laboratoires qui sont publics ou pas d'ailleurs, hein, et qui vont proposer des sujets d'études. Donc là, il y en a un petit peu partout en France et en Europe, hein. Mais clairement, sur ce sujet-là précis, alors pour être en lien avec ce qui se passe au niveau France et au niveau Europe, il y a énormément de subventions pour la recherche sur ces sujets-là. Énormément. C'est-à-dire qu'il est possible de se faire subventionner par l'ANSES, d'autres organismes publics français, mais également par l'Union européenne. Donc il y a Ok. vraiment une volonté d'avancer, hein, et assez rapidement. Alors après, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut laisser le temps à la recherche, mais d'avancer concrètement sur ces sujets-là. Donc on a un peu parlé voilà, de l'impact sur les océans, l'impact sur la santé humaine. Il y a vraiment un mot qui revient souvent quand on parle de la santé humaine, c'est phtalate, j'espère que je le prononce bien. Et notamment dans le domaine médical, notamment dans les sondes qu'on met dans les estomacs ou directement pour de l'intraveineuse. Et voilà, il y a des articles très alarmants. Par exemple, je peux vous lire, là, c'est un titre d'une nouvelle Obs de 2011. Les phtalates dans les objets en plastique du quotidien pourraient causer la mort de 100 000 Américains par an. Est-ce que vous avez des inquiétudes, vous, par rapport à ces perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans les plastiques du quotidien? Alors en fait, les phtalates ne se retrouvent pas dans tous les plastiques, hein. Ce sont des substances qu'on utilise surtout pour assouplir, enfin plastifier, hein. C'est un petit faux d'ailleurs, certains plastiques qui sont un peu trop rigides. On en retrouve surtout dans le PVC en fait. Donc c'est un composé, ce sont des composés, parce que c'est une grande famille, hein, qui ont été très très utilisés il y a quelques années, qui le sont encore dans certaines activités. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'ils sont très réglementés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction en Europe sur l'utilisation d'une grande partie de ces phtalates-là. Ensuite, alors personnellement, après c'est un avis personnel là-dessus, j'ai pas forcément d'inquiétude sur l'utilisation de ces phtalates. Ce qui m'inquiète, c'est la manière dont on utilise certains plastiques en dehors du cadre dans lequel ils doivent être utilisés. C'est-à-dire que quand vous utilisez certaines substances pour fabriquer un plastique, c'est pour un usage. Si vous détournez cet usage-là, vous avez potentiellement des risques. C'est comme si, par exemple, si vous prenez un plastique qui n'est pas du tout alimentaire et que vous l'utilisez pour faire chauffer quelque chose, potentiellement, vous avez un risque de voir diffuser des éléments. Alors, on reste quand même dans des quantités qui sont très, très faibles, hein, mais c'est plutôt le cumul qui potentiellement peut être problématique. On est sur un perturbateur endocrinien, et donc clairement, c'est vraiment l'exposition cumulée qui peut être problématique. Donc ces phtalates sur les sondes qu'on met un peu dans les nourrissons prématurés à l'hôpital pour les nourrir, puisqu'ils ne peuvent pas déglutir par eux-mêmes. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous avez lu des études un petit peu convaincantes sur les potentiels dangers? Des phtalates, alors il faut savoir que c'est pas du systématique, hein, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas systématiquement pour plastifier le PVC. Il y a d'autres plastifiants qui sont possibles. Personnellement, je n'ai pas lu d'articles alarmants sur le sujet. Donc c'est pas sur toutes les sondes, c'est juste sur certaines, c'est ça? Alors pour être honnête avec vous, non, je n'ai pas lu de choses inquiétantes là-dessus. D'accord. Il faut quand même savoir une chose, c'est que quand on fabrique des produits qui sont à destination des enfants ou des nourrissons, ça passe un certain nombre de tests avant quand même, hein. On n'est pas dans l'usage de n'importe quel autre objet du quotidien, quoi, hein. Mais clairement, non, j'ai pas eu d'alerte spécifique sur ce sujet-là. D'accord. Alors juste un point, les phtalates, ils doivent diffuser. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont au milieu du polymère, donc ce sont des petites molécules, hein. Pour qu'ils puissent sortir, il leur faut un certain temps. Donc vous pouvez en avoir pendant un usage prolongé, hein, j'ai bien dit prolongé, qui peuvent sortir du plastique et se retrouver dans l'environnement qui est autour. Donc dans ce cas-là, ça pourrait être un corps ou autre. Mais vous n'aurez pas tous les phtalates qui vont sortir d'un coup, hein. Ça met des années avant de diffuser, avant que l'ensemble de ces substances diffusent. Donc ça ne prend pas quelques jours.
et ça s'évacue rapidement aussi, c'est ce que vous disiez. Je veux dire, ça ne reste pas dans le corps, donc je veux dire. Alors ça, c'est une substance. Donc potentiellement, une substance, ça peut pénétrer D'accord. les barrières biologiques et Ouais. potentiellement, si, ça peut s'accumuler. Ce qui ne D'accord. peut pas s'accumuler, ce sont les microplastiques qui D'accord, sont ouais. solides et qui sont de taille microscopique. Parce qu'ils ne peuvent pas passer les barrières naturelles, biologiques. Donc on a parlé de la biomasse, on a parlé surtout des animaux marins, on a parlé de nous. Il nous reste à parler du climat. Selon la journaliste Dorothée Moisan, qui a écrit un livre qui s'appelle les plastiqueurs, dans ce livre, elle relaie les chiffres de l'ONG Ciel, qui parlent de l'impact en termes de gaz à effet de serre du plastique sur toute la durée de vie, donc extraction, production, transport, fabrication et gestion de la fin de vie. Selon cette ONG et selon cette autrice, l'industrie du plastique émettrait en gaz à effet de serre équivalent 189, l'équivalent de 189 centrales à charbon en 2019. Est-ce que vous, la production du plastique et de voilà, toute sa durée de vie, vous pensez que ça a un impact substantiel par rapport au service que évidemment le plastique rend sur le climat? Alors, ce que je pense clairement, c'est qu'il n'y a aucune activité qui sera neutre en carbone. Dès que vous fabriquez quelque chose, vous émettez, vous avez un impact. Voilà. Mmh. Ça, c'est le premier point. Ce que j'aime bien aussi considérer, c'est l'ensemble du cycle de vie d'un matériau. L'ensemble du cycle de vie, ça implique aussi ce qu'il apporte, euh, justement. Et là, c'est là où on a un problème. C'est-à-dire que les chiffres sont ce qu'ils sont. Clairement, quand vous produisez du plastique, vous êtes sur une production d'une matière qui est organique, carbone, oxygène, hydrogène. Quand vous allez le produire, quand vous allez l'utiliser et en fin de vie, si vous le brûlez, vous allez créer du CO2, c'est clair. Quand il se dégrade, il crée du CO2. Maintenant, il faut voir ce que ça impliquerait de ne plus l'avoir. Et là, je pense qu'on aurait quelques surprises. Parce que, je vous donne l'exemple du verre. Si on remplaçait nos emballages en plastique jetable par du verre, même réutilisable, vous augmenteriez considérablement l'impact de votre activité et de votre consommation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la construction, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous enlevez votre protection en plastique, vous devez utiliser plus de béton. Et donc, là encore, vous augmentez considérablement l'impact de votre construction. Donc, il faut regarder bien sûr les impacts réels sur l'ensemble du cycle de vie du matériau et du produit, mais il faut aussi regarder ce que ça évite comme impact. Et là, je trouve quand même qu'on a un gros manque. Généralement, les analyses de cycle de vie, on les fait en comparatif d'une solution par rapport à une autre. Là, on fait une comptabilisation, si vous voulez, du CO2. Alors, c'est nécessaire, hein, bien sûr, hein, parce que ça permet aussi de déterminer les axes de progrès et d'amélioration, notamment en termes de fabrication. Il faut probablement en fabriquer moins, ça c'est clair. Comme n'importe quel autre matériau, je dirais, parce qu'il faut quand même qu'on commence à penser aux économies de matières premières. Et il faut aussi que la fin de vie, ce ne soit pas nécessairement de la valorisation énergétique ou bien qu'il se retrouve dans la nature ou dans des décharges. Il faut que ce soit du recyclage, clairement. Il faut augmenter la durée d'utilisation de ces produits-là pour justement en diminuer l'impact. Bien, c'est une transition parfaite. Ça fait quelques années, quelques dizaines d'années même, qu'on s'évertue à trier nos déchets en France. Comme on vient de le voir, la grande majorité des problèmes liés au plastique vient du fait que la fin de vie de ces déchets plastiques est soit pas gérée du tout, soit plus ou moins bien gérée. Et depuis quelques années, voilà, depuis récemment maintenant, il y a un certain désenchantement qui règne autour du recyclage, et notamment chez les personnes qui ont une sensibilité, une conscience écologique. Euh, on a vu des caches investigations, des envoyés spéciaux, il y a eu pas mal de bouquins qui sont sortis, donc je voudrais qu'on fasse un petit peu
un état des lieux sur le recyclage en France, mais commençons un peu à l'échelle macro. Donc, depuis 1950, il y a à peu près 9 milliards de tonnes de plastique qui ont été produits. Euh, 79 ont été mis en décharge, 79% autant pour moi ont été mis en décharge, ou alors directement jetés dans l'environnement, et seulement 9% recyclés, et le reste, pour les 12%, c'est de l'incinération. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est l'état aujourd'hui en France? Parce qu'on se doute bien que depuis 1950, quand même, on a dû s'améliorer sur ces chiffres. Quelle est la répartition de la fin de vie des déchets plastiques en France? Alors, j'ai vu passer énormément de chiffres erronés sur le devenir des déchets plastiques dans le monde et en France, hein. Donc, on va faire le bilan, hein. Alors, dans le monde actuellement, alors on a un petit peu évolué quand même, hein. On est à 13% de plastique recyclé. On a réduit considérablement les quantités de déchets qui sont envoyés en décharge. Par exemple, là, en 2021, enfin, vous voulez dire en 2021, on était à 13, ouais. Parce que moi, le chiffre 9, c'était sur l'ensemble. Tout à fait. On commence à recycler à partir des années 90, hein. Donc, tout ce qui s'est passé avant, autant dire que c'est passé soit en valorisation énergétique, soit directement en décharge. Et généralement, c'était en décharge. Voilà. On a très, très peu recyclé avant. Donc, en Europe, on en est à 33% des plastiques qui sont recyclés. C'est moyenne européenne, hein. En France, on en est à 28% de plastique recyclé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a uniquement 28% des plastiques qui sont recyclés? Alors, il y a plusieurs raisons. Il faut quand même savoir une chose, c'est que les plastiques pris seuls, généralement, ils sont recyclables. Ce qui les rend non recyclables, c'est le fait de ne pas avoir de filière de recyclage. C'est le premier point, le plus important. Vient ensuite la présence d'autres matériaux dans le produit recyclé. Par exemple, si on a plusieurs plastiques qui sont mis ensemble pour fabriquer un emballage, on va avoir du mal à les séparer et donc à les recycler. Et il y a aussi la composition du plastique. Si par exemple vous avez une charge, vous avez beaucoup de noir de carbone dans votre emballage, vous mettez recyclé avec des emballages qui n'en ont pas, ça peut avoir des conséquences sur le recyclage de l'ensemble de ces matériaux-là. Et donc, en France, le recyclage monte en puissance depuis quelques années. Alors c'est très très récent, hein. Avant cela, on ne recyclait que les bouteilles et les flacons, alors que les autres types de produits pouvaient être recyclés, comme par exemple les films. On ne le faisait pas parce qu'économiquement, ce n'était pas forcément avantageux. Donc, les produits en plastique qui sont recyclés permettent vraiment de réduire l'impact environnemental du produit. C'est-à-dire qu'on a environ 70% de réduction de l'impact CO2 sur la fabrication d'un nouveau produit. Alors, ça ne règle pas le problème de fin de vie, hein, mais si vous voulez, la problématique, en fait, c'est qu'on pense que le recyclage, c'est la solution qui va permettre de régler la problématique des déchets en France. En fait, c'est une solution parmi d'autres. Vous avez la règle des 3 R, donc de réduire, réutiliser, recycler. Et donc, il faut d'abord réduire, il faut réutiliser quand on peut, et enfin, quand on a du jetable, il faut pouvoir recycler. Et pour pouvoir recycler, il faut pouvoir créer des emballages qui soient recyclables dans le pays dans lequel ils sont commercialisés. Un produit qui va être commercialisé en France, par exemple un film plastique commercialisé en France, va pouvoir être recyclé. Mais s'il est commercialisé dans un pays, en Afrique par exemple, ou en Asie, s'il n'y a pas de filière, il ne pourra pas être recyclé. Il faut aussi avoir ça en tête. Donc, c'est cette problématique-là aussi sur laquelle on se place. Et puis, il y a une autre problématique, c'est cette volonté absolue de vouloir recycler en boucle fermée. Alors, la boucle fermée, ça signifie que vous allez recycler la matière, et cette matière sera utilisée pour fabriquer un produit qui serait complètement identique. Par exemple, je recycle ma bouteille d'eau, une bouteille en plastique, pour en faire une autre bouteille. Voilà. Alors, il existe un autre type de recyclage, c'est le recyclage en boucle ouverte. C'est-à-dire que je recycle ma bouteille et j'en fais des fibres textiles. Donc, a priori, quelque chose d'un peu plus durable quand même, hein. Dans les deux cas, on recycle la matière. Mais ce qu'on a tendance à faire actuellement, c'est de se focaliser sur le recyclage en boucle fermée, parce que c'est un recyclage qui est mieux perçu
notamment par les ONG. Je voulais dire que ce soit pas du downcycling, c'est ça? Ce Voilà, qu'on tout à appelle du fait. downcycling? Ouais. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une tendance qui consiste à recycler non pas la matière, mais le produit. Et on appelle Ouais. ça l'upcycling ou le surcyclage. En gros, on fait du beau et de l'utile avec du vieux. C'est un peu comme ça qu'on le définit. Par exemple, on peut utiliser des bouteilles, on les découpe pour en faire des pots de fleurs, ou des chaussures pour en faire des pots de fleurs, etc. etc. Donc c'est un concept, hein. C'est un concept qui ne peut pas être industrialisé. C'est un peu comme du do-it-yourself. C'est un concept, si vous voulez, qui permet aux personnes qui le souhaitent de créer de nouveaux objets à partir de produits, Ouais, mais c'est produits issus marginal. jetables. C'est marginal, c'est pas Très, possible. très marginal. Par contre, c'est très, très à la mode. Et donc, à l'opposé du concept d'upcycling, vous avez le downcycling, qui est le décyclage, et c'est le terme qui est utilisé pour le recyclage en boucle ouverte, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il est considéré par certains que quand on recycle une bouteille en plastique pour en faire une fibre textile, on dévalue la matière. C'est-à-dire qu'on détourne l'usage de la matière pour en faire autre chose. Et du coup, c'est beaucoup moins bien et c'est quelque chose de très négatif, en fait. Et donc, il n'y a pas d'argument technique à ça. C'est purement subjectif. Hein. Mais moi, si je peux me faire, enfin, là, si je peux aller dans leur sens, c'est que je me dis, ben, ok, mais on va faire quoi après, après le textile? On va recycler les habits en, je sais pas moi, en isolation, et après on recyclera quoi? Enfin, il y a un moment donné où il y aura plus de débouchés, quoi. La qualité, ça a tellement perdu, non? Alors, ce qui fait généralement, le nombre de recyclages pour l'emballage est très limité. On est entre 4 et 5 recyclages maximum de la matière. Quand vous passez à du textile, vous pouvez en faire beaucoup plus. Notamment si vous le mélangez. Si vous faites 50% de recyclé, que vous mélangez ça avec 50% de matière qui est dite vierge, non recyclée, vous pouvez tourner comme ça, je ne dis pas à l'infini, mais pratiquement en fait. Parce qu'à chaque fois, vous réutilisez une matière vierge, vous la complétez en fait. Donc, si vous voulez tourner absolument avec du 100% recyclé, ce qui est clairement pas une bonne idée, quel que soit le matériau, hein, pas uniquement dans le cas du plastique, à un moment donné, vous allez être complètement limité, oui, en effet. Techniquement, il va y avoir un problème. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez devoir prendre votre matériau et le mettre, le valoriser énergétiquement parce que vous pourrez en faire que ça, l'incinérer. Mais si vous arrivez à le mélanger avec une taux de vierge, matière vierge suffisante, vous pouvez tourner comme ça pratiquement à l'infini. Hein. Et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre, c'est que généralement on me dit le plastique recyclé, il se recycle sur un nombre de cycles limité. Tout à fait, comme le papier, parce que le papier c'est de la cellulose, matière organique, et ça se recycle avec un nombre de fois, avec le même nombre de cycles que le plastique. C'est-à-dire entre 4 et 5 fois maximum. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive systématiquement à faire du nouveau papier à partir de recyclé? Parce qu'on le mélange avec du papier vierge, enfin avec de la cellulose vierge. C'est exactement la même chose avec du plastique. Oui, ce qui est plus inquiétant côté plastique, c'est que le papier, bon, il vient des arbres qui vont pousser. Le plastique, à un moment donné, on ne pourra plus en rajouter, si c'est une matière fossile par définition. C'est-à-dire en termes de ressources, vous voulez dire? Oui, en termes de ressources. C'est-à-dire que les arbres, c'est renouvelable, mais jusqu'à une certaine limite. On a la même problématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, alors là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on est en train de substituer la plupart des emballages plastiques avec du papier ou du carton. Donc, on élargit considérablement l'usage du papier et du carton. Si tout le monde fait ça dans le monde, à un moment donné, on va avoir un gros problème de ressources. C'est-à-dire que les ressources renouvelables sont renouvelables tant qu'on en a une utilisation responsable. À partir du moment où ça n'est plus responsable, on risque de ne plus avoir accès à cette ressource-là. Donc il faut quand même qu'on soit très très vigilant par rapport à ça. Dans le cas du plastique, c'est la même chose. Quelles que soient les ressources, de toute manière, il faut faire très attention à l'usage et à la réduction des usages qui ne sont pas nécessaires. Alors après, il y a un débat sur le nécessaire, non nécessaire, hein, mais clairement, sur la partie jetable, qui est quand même 40% hein, du plastique, hein, la production de plastique aujourd'hui, on peut très très largement réduire, clairement. Oui, oui, moi je parlais pas vraiment de substituer le plastique par du papier. Je pensais juste à voilà, cette limite planétaire qu'on vient de dépasser. Ce serait un peu moins anxiogène si on savait qu'on n'en remettrait pas dans la boucle.
D'où l'intérêt, je pense, des ONG pour le recyclage fermé. J'ai essayé d'expliquer un petit peu ce point de vue, quoi. De savoir qu'on doit toujours en rajouter. On se dit que même si on améliore le recyclage, si à chaque fois on en rajoute, il y a toujours une partie qui va se retrouver, alors pas vraiment en France, mais dans le monde, dans l'environnement. Alors non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que c'est pour ça, je pense qu'il y a une mécompréhension sur ce sujet-là. C'est-à-dire que quand vous êtes en boucle fermée, vous avez un nombre de cycles qui est limité, 4 ou 5. Et vous restez sur une utilisation de courte durée. Vous avez beaucoup plus de risques de retrouver votre bouteille dans l'environnement, en fait. Ça reste un jetable. Donc, en fonction de la personne qui va utiliser le jetable, à un moment donné, potentiellement, ça peut se retrouver dans la nature. Ouais. Par contre, si vous l'utilisez sous forme de fibre ensuite, l'usage est beaucoup plus durable, en fait. Vous êtes sur une utilisation plus longue durée. Et je vois moins de gens, en tout cas, Jeter leur couverture. voilà, jeter leur couverture. Même s'il y a quand même un problème de pollution des textiles, de la mode notamment, c'est quand même moins facile, je dirais, et moins courant de jeter son pull dans la nature. Enfin, donc on n'est pas du tout sur le même type d'usage, en fait. Et puis, imaginons, vous recyclez votre bouteille, vous rajoutez du vierge ponctuellement, pour en faire quelque chose de plus durable, un produit plus durable. Ça ne sera pas pour rien, en fait. Vous allez fabriquer un objet sur lequel vous allez économiser 50% de la matière, puisque 50% ça sera du recyclé, et donc réduire considérablement son impact et l'usage de matières premières. Faut aussi le voir de cette manière-là. Alors, il y a les côtés négatifs, mais il y a aussi les côtés positifs. Il faut faire le bilan de tout ça et déterminer ce qui est le plus favorable en termes d'impact, d'usage et aussi d'économie, finalement, de matières premières. Voilà. Et personnellement, je préfère un recyclage pour fabriquer quelque chose de durable qu'un recyclage qui permet de repartir dans une boucle jetable. Je reviens sur nos 28% de recyclables en France. Certains pays, dont des voisins très très proches, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, sont même, je crois, l'Angleterre, sont à 50%. Euh, donc, je voudrais un petit peu qu'on essaie on a commencé à y répondre, mais je voudrais à quel niveau se situe en fait cette déperdition, en sachant que voilà, 100% de recyclé, ça paraît difficile, mais bon, on peut en parler aussi. Je voudrais un petit peu qu'on pointe du doigt voilà, le responsable. Est-ce que c'est la marque qui fait des produits avec des emballages qui sont moyennement recyclables parce qu'il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de multicouches, ou alors carrément qui ne sont pas recyclables du tout? Est-ce que c'est les consommateurs qui se trompent de poubelle? On va pas se voiler la face. Il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi un manque peut-être juste de bon sens ou de connaissances, de savoir si parfois les argumentations changent aussi, hein. Il faut voir qu'il y a des choses qui n'étaient pas recyclables il y a quelques années qui le sont maintenant, etc. Est-ce que c'est à cause des organismes de tri, euh, comme Citeo par exemple, l'éco-organisme qui a un quasi-monopole en France? Est-ce que c'est les recycleurs en fait, qui peinent à rentabiliser ce qu'on leur envoie? Ou alors est-ce que c'est parce qu'il y a juste pas assez de filières, il y a tellement de types de plastique différents que ça nécessiterait un nombre de filières voilà, qui ne suit pas tout simplement? Est-ce que c'est l'État aussi qui met pas assez la main à la pâte, hein, parce que dans les différents acteurs que je viens de citer sont quasiment tous privés? Voilà, je voudrais un peu avoir votre ressenti là-dessus. Alors, on va prendre le cas de l'Allemagne parce que je pense que c'est le plus celui qui donne le plus d'informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, il y a plusieurs aspects. On va commencer par l'aspect industriel. Alors, clairement, si un produit n'est pas éco-conçu, il va avoir du mal à être recyclé. Éco-conçu, ça veut dire, entre autres, qui doit pouvoir être recyclé dans les filières existantes dans le pays. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, vous avez le consommateur. En Allemagne, si vous voulez, le consommateur est habitué à recycler. Et pour lui, enfin pour les Allemands, recycler, c'est une bonne action. Généralement, dans les pays du Nord, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire que quand vous recyclez, vous faites une bonne action, vous faites quelque chose de positif pour l'environnement. Oui, mais par exemple, si je peux voilà, apporter mon vécu, moi qui ai vécu là-bas, je crois qu'il y a 4 poubelles sur chaque quai de gare. Toutes les bouteilles qu'on achète, que ce soit en plastique ou en verre, on paye 8 centimes à peu près pour les bouteilles plastiques et 25 centimes, quelque chose comme ça, pour les bouteilles en verre.
qu'on nous restitue une fois qu'on ramène en fait les fameuses bouteilles. Voilà, il y a des choses qui sont en place où c'est beaucoup plus développé. Oui, alors c'était le troisième point, c'était la politique de gestion des déchets de manière générale. C'est-à-dire que, en fait, vous allez en France, vous n'avez pas 3 poubelles dans la gare, hein. Ça c'est clair. Il y a un manque finalement de prise en compte justement de cette nécessité de trier ces déchets en dehors du domicile. Donc c'est assez compliqué finalement. Bon, enfin, pareil, hein, je suis allée en Allemagne, dans d'autres pays, même en Espagne, hein, en bord de mer, vous avez 4 poubelles différentes. Et donc, vous pouvez trier très, très facilement vos déchets. En France, c'est pas le cas partout, loin de là. Et quand on a envie de trier, il faut ramener ces déchets chez soi. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de possibilité de tri de ces déchets à l'extérieur en fonction des endroits où vous vous trouvez. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a développé nos filières très, très tardivement. C'est-à-dire que contrairement à l'Allemagne, par exemple, nous, on a développé bouteilles, flacons, et puis ça s'arrête là. Tout le reste, c'était pas du tout recyclé. Il y a aussi le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on se focalise sur le recyclage en boucle fermée. Les Allemands, ils sont plutôt en boucle ouverte, pardon. Donc, il y a des possibilités d'utilisation de recyclé qui sont beaucoup plus larges aussi. Et beaucoup plus faciles. C'est moins facile de recycler en boucle fermée. Quand vous dites c'est moins facile de recycler en boucle fermée, c'est-à-dire que pour les filières, elles doivent être beaucoup plus, elles peuvent récolter que des déchets bien spécifiques ou? C'est ça. Et en fait, elles peuvent rejeter certains lots parce qu'ils ne correspondent pas aux critères nécessaires pour ça. C'est-à-dire que quand vous recyclez, en fait, vous avez des grades de matière avec une quantité on va dire des polluants. Alors, ce n'est pas vraiment des polluants, mais par exemple, une quantité de papier, une quantité de colle, une quantité d'autres types de plastique qui seraient potentiellement modifiés. Et en fonction, ajoutés, pardon. Et donc, en fonction de ces critères très précis, vous pouvez ou pas l'utiliser dans telle ou telle application. Dans l'alimentaire, c'est très, très réglementé. Donc, vous ne pouvez pas utiliser tout ce que vous voulez. Il faut vraiment faire un tri. Le tri doit être beaucoup plus, comment dire, il doit être beaucoup plus important. Il doit concerner des matières qui ont une certaine composition. Donc, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Voilà. Par rapport à d'autres activités. Quand je dis boucle fermée, c'est de l'alimentaire à l'alimentaire. Si on était dans d'autres secteurs, ce serait plus simple. Mais l'alimentaire, spécifiquement, a des critères, c'est normal, hein, qui sont très, très élevés. Si bien que c'est quasiment que du plastique neuf, entre guillemets, à part pour les bouteilles d'eau, c'est ça? Oui, alors pour les bouteilles d'eau, on peut utiliser du recyclé, hein, aussi. Ouais. Mais il faut quand même une certaine qualité de recyclé. Sinon, on ne peut pas fabriquer la bouteille. La bouteille, elle est fabriquée en plusieurs étapes thermiques. Donc le plastique, il est sollicité quand même, hein, thermiquement. Donc pour pas que ça se dégrade et pour pas que la bouteille soit jaune quand on va l'acheter, même si ça n'a pas de conséquences particulières, hein, le fait que ce soit jaune sur la santé, mais clairement le consommateur va pas l'acheter, hein. Donc pour pas que ce soit jaune, on est obligé de bien sélectionner les matières qui vont être utilisées pour la fabrication de ces bouteilles, même recyclées. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, le fait aussi de se focaliser sur 100% recyclé, c'est un non-sens absolu, hein, mais absolu. D'accord. Ça freine également énormément l'utilisation de recyclé et le recyclage de manière générale. Donc l'Allemagne n'a pas toutes ces contraintes-là, en fait. Ils sont plutôt pragmatiques, je dirais. Et ils le sont depuis longtemps. Ils ont vraiment une politique qui est cohérente, si vous voulez, avec le type de déchets qu'ils ont. Donc je pense que c'est la principale différence. Et puis il y a aussi la consigne. La consigne, ça permet quand même de réduire considérablement les quantités de déchets. Donc tout ce qui est bouteilles d'eau, de soda, bah, ça passe en consigne. Alors, on a du mal en France à faire en sorte que la consigne soit appliquée, non pas parce que le consommateur n'en veut pas, mais parce que les industriels n'en veulent pas. C'est quand même assez particulier, hein. C'est-à-dire que la consigne permettrait de réutiliser des bouteilles en verre ou des bouteilles en plastique, hein, parce qu'en Allemagne, il y a aussi des bouteilles en plastique en consigne. Alors, de 50 à 25 fois.
Donc, vous multipliez ça par le nombre de personnes et le nombre de bouteilles en plastique jetable que vous évitez, c'est quand même assez considérable. Donc, c'est assez incompréhensible, en fait, le fait de ne pas aller vers la consigne aujourd'hui, sachant que ces aspects-là, donc justement le fait d'économiser de la matière, de réduire les quantités de plastique qu'on utilise tous les jours, c'est censé être l'une des priorités quand même, priorité environnementale. Et ça, pour le coup, c'est vraiment incompréhensible. Donc 100% de plastique recyclé dans les produits qu'on achète, on vient de le voir, c'est impossible. Mais est-ce que c'est possible de recycler 100% de notre plastique? C'est une ambition de la France, je crois, en 2025. C'est pas impossible de retrouver 100% des bouteilles avec 100% de recyclé. C'est possible, mais c'est un non-sens parce qu'on va être très très limité en nombre de cycles de recyclage. Est-ce que c'est possible de recycler 100% de notre plastique? Alors, si vous voulez, il faut mettre ça en relation avec une autre mesure qui est en parallèle de ça. C'est-à-dire que l'ambition, c'est aussi de ne plus avoir aucun plastique jetable d'ici 2040. Donc à un moment donné, on va y arriver puisqu'il n'y aura plus de plastique. Mais là-dessus, si vous voulez, la problématique qu'on a, parce que ces deux mesures, il faut les mettre en parallèle. On pourrait recycler 100% de notre plastique à condition que les industriels se mettent d'accord sur la composition des plastiques qu'ils utilisent et sur des règles de conception de leurs emballages. S'ils arrivent à se mettre d'accord là-dessus, on va y arriver. C'est pas gagné encore, mais voilà, ça peut être un axe. Là où je m'inquiète personnellement, c'est que si on met ça en parallèle de l'interdiction du plastique en 2040, je ne vois pas comment on pourra avoir une volonté, côté industrie notamment, de développer des filières de recyclage pour certains plastiques qui ne sont pas recyclés aujourd'hui, comme par exemple les pots de yaourt. C'est-à-dire que les pots de yaourt aujourd'hui, ils ne sont pas recyclés, en tout cas pas pour fabriquer de nouveaux pots de yaourt. On pourrait avoir potentiellement une filière. Sauf que si on vous dit que dans 20 ans, votre filière, elle sera morte, vous n'allez peut-être pas l'ouvrir aujourd'hui. Enfin, vous n'allez pas la développer. C'est quand même un paramètre qui est très important et qui peut brider, je dirais, l'évolution du taux de recyclage en France. Donc, on a les deux en parallèle. C'est quand même... je trouve que c'est pas évident quand même. D'avoir à la fois d'un côté le fait de devoir réglementer ou en tout cas normaliser, standardiser la conception des emballages. Donc c'est ce qu'on demande aux industriels et il faut qu'ils le fassent, c'est important. Et d'un autre côté, interdire tous les plastiques d'ici 2040. Tous les plastiques jetables, bien sûr. Bon, on pourrait se dire que c'est une bonne chose de les interdire. Là, je pense que ça va dépendre du type de produit, parce que ça va demander quand même une adaptation du consommateur. Mais clairement, on ne pourra pas faire les deux en même temps. Et on va avoir quelques problèmes. Oui, non, c'est pas possible d'investir dans une usine pour 20 ans, quoi. C'est ça. Mais interdire tous les plastiques jetables d'ici 2040, c'est-à-dire qu'en 2040, je vais dans mon rayon produits laitiers et j'ai plus que des pots de yaourt en verre. Ouais, c'est ça, ou en papier. En D'accord. carton enduit. Alors attention, plus de plastique jetable, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de plastique à l'intérieur des pots de yaourt, ce genre de choses, ou sous forme de vernis, parce que ça va être compliqué de faire des pots de yaourt en carton sans qu'ils soient étanches, quoi. Ça va être. Mais par contre, du verre, oui, il y a des chances. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que du coup, on va augmenter l'impact environnemental de la consommation, parce que un pot de yaourt en verre jetable, il a un impact beaucoup plus important qu'un pot de yaourt en plastique. Donc, soit on le fait sous forme de consigne, là encore, on parle de consigne, et là, il y a un intérêt, pour le coup, mais il faut que ce soit local, c'est-à-dire à moins de 50 km de votre lieu d'habitation, ce qui demande quand même un développement assez conséquent sur tout le territoire. Soit on ne le fait pas, et dans ce cas-là, on va avoir des impacts environnementaux qui vont être très, très importants. Là où on a un souci actuellement dans la politique justement de gestion de cette problématique, c'est qu'on se dit, on a un problème avec un matériau, on l'interdit. Sauf que ça a des conséquences derrière. Et je pense qu'on n'a pas assez évalué ces conséquences-là. Ce qu'on a supposé, c'est que le consommateur allait s'adapter. Sauf que le consommateur s'adapte lentement. Il faut lui donner le temps de s'adapter. Les évolutions de consommation sont très très lentes
à venir. Et du coup, si vous voulez, si du jour au lendemain, vous enlevez certains emballages en plastique, ils vont être substitués par d'autres emballages jetables. Donc, vous aurez toujours du jetable pendant un bon moment. Hein. Et dans certains cas, comme vous ne pourrez pas avoir d'autres emballages jetables, parce que le plastique n'est pas substituable à chaque fois, soit vous aurez des dérogations, potentiellement, soit vous n'aurez plus ce produit. Ouais. Si je peux donner un exemple, peut-être, c'est par exemple, on interdit les sachets en plastique dans les supermarchés. Le consommateur met du temps à s'y adapter et à chaque fois qu'il passe en caisse, il achète, je sais pas moi, un tote bag et au final, c'est pire que s'il avait pris des sacs en plastique à chaque fois. Quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Il y a aussi les sacs en matériaux biosourcés pour les fruits et légumes qui sont autorisés et qui sont jetables. Donc, plutôt que de prendre un filet avec lui ou un sac avec lui dans sa poche, le consommateur, il va voir qu'il y a des sacs jetables, bah, il ne va pas faire l'effort, hein. Il va utiliser les sacs qui sont là, enfin, en tout cas pas tous. Et ces sacs-là, quand ils se retrouvent dans la nature, ils ont le même impact qu'un sac en polyéthylène. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas se dégrader dans les premières semaines. Hein. Peuvent mettre des années à se dégrader, notamment s'ils se retrouvent dans l'eau de mer. Donc le sac va largement avoir le temps d'avoir des conséquences sur la biodiversité. Donc il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire que quand on modifie un matériau, ou quand on modifie, si vous voulez, une manière de consommer, ça a des impacts. Voilà. Et le consommateur n'est pas forcément préparé à ça. C'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui. Donc on va lui proposer des substituts carton, papier ou autre, mais jetables. Ça reste du jetable pour ne pas modifier trop rapidement ses habitudes. Et c'est là où je pense qu'on se trompe en fait, parce que on va probablement régler la question du plastique en lui-même, juste le plastique. On va pas forcément régler la question des déchets. On va pas forcément régler la question de la pollution, parce qu'on l'aura remplacé. Donc on remplace une pollution par une autre. Donc c'est en ça que c'est assez compliqué. C'est-à-dire que l'impression que ça donne, si vous voulez, c'est que l'ensemble des impacts n'a pas forcément été évalué de la bonne manière, notamment en prenant en compte les aspects sociétaux qui sont liés à l'usage de ce jetable-là. Toutes ces habitudes de consommation que l'on a aujourd'hui, qui ne sont pas forcément bonnes, hein, sans jugement hein, là-dessus, mais qui sont en fait. Et donc, si on veut faire évoluer ça, il faut prendre le temps de bien informer le consommateur. Ça, c'est très, très important. Et faire en sorte qu'il comprenne bien les enjeux qu'il y a derrière. Voilà, si je n'utilise plus un plastique jetable, j'utilise autre chose. Par exemple, une consigne, ça veut dire que je vais payer un petit peu plus cher, mais que je vais pouvoir la ramener. Et ça va me permettre de réduire l'impact environnemental de ma consommation. Par exemple. Hein. Et ça, je trouve qu'on ne l'explique pas suffisamment. Merci beaucoup, Cacao Naïd Ali, d'être venu. Merci à vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Si vous parlez du podcast à ne serait-ce qu'une personne, ça doublerait son audience, rendez-vous compte. Dans le prochain épisode, on parlera de géo-ingénierie, un autre sujet pas du tout clivant, donc abonnez-vous pour ne pas le rater si ça vous tente. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à bientôt.